Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 7 février 2025. Petit coup de gueule concernant deux distributeurs, à moins que ce soit le même pour les deux, c'est-à-dire celui qui fait Cornelius et celui qui fait Imo. J'attendais le Akumakun tome 2 de chez Cornelius, qui est une des seules sorties Cornelius de l'année. Comme vous savez, ils doivent sortir peut-être 2, maximum 3 mangas par an. Donc je les prends, sauf que la semaine dernière, mon libraire ne l'avait pas, cette semaine, il ne l'avait pas. En fait, il vient de m'envoyer un texto pour me dire qu'il l'avait trouvé dans un carton, donc il y a quelques minutes, mais voilà, je ne l'ai pas. Il y a aussi les 3 tomes, les 3 sorties de chez Imo, que j'aurais bien aimé avoir, notamment le tome de June, parce que vous verrez, l'auteur est un auteur assez célèbre, un vieil auteur assez célèbre. Et le manga avait été repoussé pendant plusieurs mois. Et voilà, mon libraire ne l'a toujours pas reçu, il n'a pas reçu les IMO. Mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup de choses à présenter. On commence par les tomes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Your Evil Past. Alors le tome 10 vient de sortir en janvier. C'est une série terminée en 14 volumes. C'est un streamer, un abonné de la chaîne qui me l'avait conseillé. Et je dois dire que je le remercie parce que c'est une très bonne série. Alors, j'ai adoré le tome 1. J'ai un peu moins aimé les tomes 2 et 3, mais ça reste quand même une série qui se lit bien. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui a tout oublié de son passé. Il est totalement amnésique. Il a été retrouvé nu et ligoté dans une barque. C'est un lycéen sans histoire, un lycéen classique de ce genre de manga. Et il est vite rattrapé par son passé, par des gens de son passé qui lui font comprendre qu'il était le pire des tortionnaires, la pire des ordures, le pire des violeurs, même peut-être des tueurs, alors qu'il n'était que collégien. Voilà, donc il essaye comme ça de récupérer des bribes de son passé, des bribes de souvenirs, et ça lui revient régulièrement dans de différentes manières. Voilà. Manga intéressant, manga qui me plaît bien. J'en continue la lecture sur le mois. Alors, chez Mangetsu, de Katsuhiro Fujita, bien sûr, le tome 6 de Subutei. Subutei, c'est cette histoire de manoir hanté qui transforme les gens qui rentrent dedans en une espèce de créature, fantôme, zombie, à l'esprit totalement chamboulé. C'est l'histoire d'un groupe de personnes, ou plutôt de différentes personnes qui ne sont pas forcément en groupe, mais qui vont essayer de détruire tout simplement ce manoir qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et pour qui même la bombe, peut-être pas atomique, mais pour qui les missiles de très grande puissance ne font rien, ne l'abîment même pas. Voilà. Je vous montre un petit peu le trait du maître. Voilà, sachez que j'ai tout ce qu'il a dessiné, j'ai presque tout lu, j'ai juste pas lu les petites séries one-shot, mais j'ai lu les Karakuri Circus, les Moonlight Act et les 5 premiers Subutei. C'est vraiment un auteur qui a été longtemps mésestimé, longtemps sous-coté en France, et je suis très content qu'on puisse avoir Subutei. Je remercie Mangetsu de les sortir, ça c'est vraiment très très sympa. De Katarina et Ryosuke Fuji, le tome 15 de Shangri-La Frontière. Shangri-La Frontière, c'est un manga dit Isekai qui nous parle d'un jeu vidéo en fait. Donc le personnage principal joue à un jeu vidéo et nous suivons ses aventures majoritairement dans le jeu vidéo. Je pourrais peu en parler puisque j'ai lu peut-être les 5 ou 6 premiers, je ne sais plus. J'ai arrêté la lecture depuis. Mais je pense la reprendre prochainement. Mais c'est vrai que les isekai, c'est ce qui me parle le moins en termes de manga. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre, avec la narration, avec la manière dont sont agencées les cases, avec ce qui se raconte. C'est difficile. Alors, le tome 4 et dernier de Xiangxi X. Je ne sais pas de quoi parle Xiangxi X parce que je n'ai jamais lu le tome 1.
Et maintenant que nous avons le tout dernier, je vais bien sûr faire l'effort de lire ce manga de Noriko Kurazono. Voilà. Le tome 25 de Blue Lock, ce manga dont on parle régulièrement, le Battle Royale du football. J'ai beaucoup de tomes de retard, je dois avoir lu les 18 premiers uniquement. Donc j'ai 7 tomes de retard avec celui-ci. Voilà, c'est un manga plutôt sympa. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite, je lis autre chose, mais non, c'est pas du tout un manga déplaisant. Les personnages sont bien représentés, les cases sont assez épurées, il n'y a pas trop de densité, comme par exemple au hasard One Piece, hein. Donc ça se lit plutôt bien. Il y a beaucoup d'action, c'est vraiment un manga très sympa. En termes vraiment de shonen sportif, c'est vraiment le manga très sympa du moment. Alors vous avez 2 autres mangas de football actuellement, Aoashi, là pour lequel je suis à jour, mais qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus réaliste. Et il y a Blues, dont j'ai commencé la lecture hier, qui est un petit manga de foot sans prétention, mais qui a l'air plutôt pas mal. Et qui se lit très bien parce que c'est vraiment très épuré, autant dans les dessins que dans la narration. Et qui peut faire, par certains abords, penser le plus à un Captain Tsubasa. Beaucoup plus qu'un Aoashi ou qu'un Blue Lock. Voilà. C'est une série en 49 tomes. Blue Lock, je pense que ce n'est pas encore fini au Japon. Donc nous verrons cela. Continuons avec le tome 22 de Valkyrie Apocalypse de Shinya Umemura et au dessin Azi Shika. Alors, les plus avisés d'entre vous reconnaîtront ce personnage qui n'est autre que comment il s'appelle? Shoji, ouais, c'est ça. Shoji Okita. Voilà. Qui est un des personnages principaux du manga Shiruran chez Mangetsu, qui nous parle du Shinsengumi. Donc c'est bien un membre du Shinsengumi, et ce n'est pas du tout antinomique. Et en plus, c'est tout simplement parce que le scénariste est le même en fait sur les 2 œuvres, et ça paraissait dans le même manga de prépublication. Donc en fait, ce personnage, il l'a intégré dans ce manga, ce qui est tout à fait cohérent puisque ce manga nous parle de personnages ayant réellement existé pour les humains et puis de dieux pour les dieux, mais des dieux de mythologie ancienne, hein, des vrais dieux, des Zeus, des Apollons, voilà, des dieux qui ont réellement été créés il y a très longtemps. Et donc les humains se battent contre les dieux dans un combat en ce qu'on appelle un BO13, le meilleur des 13 combats. Donc le premier à 7 aura gagné, best of 13. Et là, nous en sommes, je crois, au 10e combat, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un manga que je lis tout le temps, hein. Je suis toujours à jour sur Valkyrie Apocalypse. J'aime bien. Voilà. Je dirais pas que c'est incroyable, mais je dirais que j'aime bien. C'est une lecture plaisante sur le moment. Et puis voilà, c'est ça. Il faut savoir se faire plaisir. Ah, alors ça, j'ai très très hâte de le lire. C'est le tome 2 de Shibatarian de Katsuya Iwamuro. Shibatarian, je crois que ce sera en 4 volumes. Alors, j'avais adoré le tome 1, avec ce petit personnage qui sortait de terre exactement de la même manière et qui disait salut. Et Shibatarian, bon, on peut le dire, c'est un manga au niveau du trait assez pur. Vous voyez, les personnages sont... Il y a quand même peu de détails. C'est un manga d'horreur, voilà, je le dis, c'est un manga d'horreur. Donc là, ils disent mon ami Shibata, donc c'est l'histoire d'un personnage dont j'ai oublié le nom parce qu'il est insignifiant, mais qui est ami avec le fameux Shibata. Il s'est démultiplié, il s'en est pris à tous les anciens élèves. Enfin, Shibata, il fait n'importe quoi, il tue tout le monde. Mais soi-disant, c'est parce qu'il est le méchant d'un scénario de film qu'il est en train justement de tourner, mais de manière réelle, quoi. Voilà. Enfin bref, Shibatarian, c'est très 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 sympa. C'est assez déroutant de prime abord. Après, je pense que voilà, ça reste un manga une sorte de manga de survie avec un méchant un peu atypique, puisque c'est le même personnage multiplié des centaines de fois. Avec une gueule tout à fait rigolote, puisque c'est cette gueule, moi c'est sur un chien, mais bon c'est ça, avec ses yeux là. Voilà, donc Shibatarian.
Je le conseille. Ah, un manga pour lequel je suis très en retard à la lecture, mais à jour sur les achats, c'est le Battle Game in 5 Seconds. J'ai eu les 9 premiers. Voilà, j'avais acheté, je crois que j'avais acheté les tomes il y a assez peu de temps, et puis j'ai stoppé la lecture. Mais finalement, à tout moment, je pourrais reprendre parce que c'était assez plaisant à lire. Ça nous parle d'un... Alors, je sais plus exactement pourquoi le gamin en question se retrouve dans cette organisation où il y a des gens qui se battent entre eux. Mais toujours est-il qu'en fait, ils ont des pouvoirs qui sont cachés et qui se déclenchent en 5 secondes, je crois. Je crois que c'était ça le titre. Peut-être que je dis de la merde, je me souviens plus. Mais voilà, le personnage principal, il avait un pouvoir. On va pas révéler quel pouvoir, mais son pouvoir était assez intéressant. Et du coup, d'être considéré comme un des mecs les plus forts de, euh, de ce tournoi. Enfin, c'est une série de. C'est des, c'est pas que des tournois, c'est des missions, c'est, c'est plus global que ça. Enfin bon, bref. Vous savez quoi, laissez-moi reprendre la lecture de ça et on en reparlera mieux prochainement. Alors, aux éditions Akata, le tome 1 de La couche est pleine de Akiko Higashimura. C'est en 4 tomes, ce sera en 4 tomes La couche est pleine. Alors, je suis très surpris. Je pensais qu'on l'aurait aux éditions Les Arts Noirs, mais finalement, ils nous l'ont sorti aux éditions Akata. C'est manifestement un des tout premiers titres de Higashimura. Qu'elle a sorti avant Tokyo Terroraba Girl notamment. Et voilà, nous ne l'avions pas, mais ça a l'air d'être assez intéressant. Je vais vous lire le speech. Est-ce que vous m'autorisez, pour une fois, à me plaindre en tant que maman? Akiko est mangaka depuis peu, et elle est aussi maman. Donc voilà, donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez autobiographique. Mais comme beaucoup d'autrices, elle travaille de chez elle, pour le meilleur et pour le pire. Mais avec son adorable Gotchan, qui ne cesse de demander le sein, le quotidien n'est pas toujours facile. Entre le rendu de ses planches, la gestion du quotidien et les jugements des autres, la pauvre Akiko est souvent à deux doigts de péter un câble. Pour notre plus grand plaisir, dans ce manga autobiographique, Akiko Higashimura raconte les débords d'une mère célibataire. Avec beaucoup d'autodérision, elle livre un témoignage hilarant qui, au passage, ne manquera pas de déculpabiliser toutes les mamans. Et voilà, donc, on a... Ah oui, alors, oui, Higashimura, c'est Princesse Jellyfish. Ça, elle l'a écrit, je crois, juste après Princesse Jellyfish, en fait. Voilà. Donc, ça a l'air d'être vraiment l'œuvre dispensable de Higashimura, mais indispensable à un complétiste tel que moi. Voilà. Les galères d'une mère célibataire. On enchaîne avec le tome 1 de Galactic Content Call de Kamao Kita, donc c'est aux éditions Mangetsu, vous savez que je prends tous les Mangetsu. De quoi est-ce que ça parle? Makoto Nemunoki, 30 ans, jeune bibliothécaire, vient de rompre avec son fiancé. Seijiro Matsunami, 70 ans, jardinier virtuose, prend tout juste sa retraite. Chacun à sa manière, ils font face à la fin d'une histoire, mais leur rencontre va changer leur destin et les forcer à bouleverser les certitudes et oser de nouvelles expériences. Doucement, ils vont se rapprocher jusqu'à la naissance de sentiments. S'agit-il d'amour ou de toute autre chose? Le rideau d'un étonnant chapitre de leur vie s'ouvre et révèle des changements prometteurs. Voilà. Je pensais pas du tout que ça parlerait de ça, tiens. Je pensais que c'était un manga de science-fiction, mais bon, je me suis fait avoir, en fait, c'est rose, donc c'est de la romance. Le tome 5 de Red Blue aux éditions Mangetsu de Atsushi Namikiri. Je n'ai toujours pas commencé la lecture de ce manga, mais ça m'a l'air d'être un manga de baston, peut-être de free fight, donc de MMA, je ne sais pas. Quand j'en aurai lu un peu plus, je vous le dirai. Pareil pour Dracula, ou plutôt DRLC de Shinichi Sakamoto, un auteur assez célèbre. Donc ce DRCL, ça veut dire Dracula. Hein. Dracula. Midnight Children, les enfants de minuit, tome 4. Je vais vous montrer le trait. C'est absolument divin, absolument magnifique. On est vraiment au-delà du show. Je me demande si c'est pas fait par ordinateur, hein, tellement c'est précis. Mais voilà. Ça nous parle très probablement de Dracula. Pareil, je n'ai pas encore
commencer ce manga. Ensuite, alors, je vous montre ça après. J'ai d'abord encore ce manga à vous montrer. Bon, le tome 6 en grand format chez Issan de Blackjack de Osamu Tezuka. Blackjack, c'est ce chirurgien véreux. Alors, non, pas ce chirurgien véreux, mais plutôt un très bon chirurgien qui, je crois, opère sans licence et qui est le plus talentueux de sa génération. Nous avons du chapitre 77 au chapitre 90. Moi, je les avais en Bunko. En Bunko, il manquait une dizaine de chapitres qui étaient des chapitres un peu controversés. Vous savez, on parle de chirurgie, on parle de maladie, donc il y a des chapitres manquants. Et je crois que Issan n'a pas remis les chapitres manquants. Donc, bien que tout soit numéroté dans l'ordre, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu un décalage de numérotation, en fait. Que finalement, les chapitres 90 sont en fait le 93 et qu'il manque 3 chapitres avant. Enfin voilà, merci Issan de nous sortir ça quand même s'il manque des chapitres. Parce que pour les gens qui ne l'avaient pas, c'est un indispensable de Tezuka. C'est probablement une de ses meilleures séries. Donc si vous ne l'avez pas et que vous voulez lire du Tezuka, foncez. Je vous présente le dernier manga, si je peux dire, que j'ai eu. Alors ça, c'est Festival d'Angoulême. C'est un de mes libraires qui me l'a rapporté. C'est ce dont je vous parlais. C'est ce qu'on appelle le catalogue d'exposition. Cette année, il est sur Gutanabe, puisque Gutanabe a été invité, peut-être même invité d'honneur du Festival d'Angoulême. Gutanabe, vous le connaissez forcément. C'est l'auteur de tous les Lovecraft que j'ai, que je vous ai présenté pour la plupart, dont je parle souvent. Le dernier étant Les Chats d'Ultar, que j'ai dévoré bien sûr, qui est probablement son plus mauvais. Sans être mauvais, mais il faut bien classer les choses. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble un catalogue d'exposition, parce que ça, à mon avis, peu d'entre vous, voire aucun d'entre vous, ne l'avait et ne l'aurait jamais. Puisque non seulement c'est cher, c'est pour les puristes, et en plus, c'est en édition extrêmement limitée. Je pense qu'il n'y a pas 500 exemplaires. Il y en a peut-être 200, quoi. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez... Ah, il ressemble à ça, Gutanabe. Il a une petite gueule européenne, regardez. Regardez, il y a un petit quelque chose européen. Donc voilà, on le voit en train de dessiner du Lovecraft. Et en fait, les catalogues d'exposition, il y a beaucoup de textes. Vous voyez, il n'y a pas que du dessin, loin de là. Donc ça nous parle de Gutanabe, de son œuvre. Alors la 52e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême met en lumière le travail que mène depuis plus de 10 ans Gutanabe dans sa grande entreprise d'adaptation de l'œuvre de H.P. Lovecraft, Howard Phillips, à la fois absolument fidèle au texte originel, mais opérant une réappropriation toute personnelle dépassant les frontières et le temps. Cette rencontre entre pulp et manga pétri de noirceur est l'occasion de vérifier une fois de plus combien les grands récits sont universels. Voilà. Ça, c'est très, très, très sympa. Et maintenant, on passe au fameux comics. Alors, le tome 6 des Tortues de Teenage Mutant Ninja Turtle, des Tortues Ninja. Ce coup-ci, c'est Shredder que nous avons en couverture. Et à l'intérieur, je crois déjà qu'il ne manque pas de chapitre, comme ça a été le cas la dernière fois. Et à l'intérieur, donc ça va jusqu'au chapitre 50. Et je crois... Alors attendez, est-ce que j'ai lu le chapitre 50 ? C'est page combien ? 244. Ah non, je l'ai lu. Mince. Bon, alors c'est pas pour tout de suite le tome 9. Parce que vous savez, il me manque le fameux tome 9 de l'ancienne collection. Et je croyais que ce serait les chapitres seraient édités dans ce tome, mais en fait, ils seront probablement dans le tome 7. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de mini-séries à côté. Il y a Mutanimo partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc ça, je ne connais pas Mutanimo, je vais m'empresser de les lire. Ça a l'air très très sympa. Voilà. Donc ça fait partie de ces mini-séries qui sont en général dessinées par un autre dessinateur, scénarisées peut-être par le même, mais pas forcément. Vous voyez ? Là, par exemple, le scénario, c'est Paul alors que le scénario de base, c'est Kevin Eastman, hein. Tom Valls et là Bobby Curdo. Et le dessin, c'est Andy Kuhn, alors que les dessins, c'est bien sûr, en ce moment, sur ce run-là, c'est Matteo Santoluco. Matteo Santoluco, qui est assez célèbre. Et après, vous avez un autre
spin-off, si j'ose dire, à la fin, qui s'appelle Kazay et April, partie 1, 2, 3, 4. Pareil, scénarisé par quelqu'un d'autre, dessiné par une Irene Ko. Et le scénario, c'est Mariko Tamaki. Et pareil, c'est en 4 chapitres, ce qui fait que là, on a 8 chapitres, et là, on a... En fait, on a que 7 chapitres. Donc en tout, on a 15 chapitres, mais au lieu d'avoir 15 chapitres de la série régulière, on n'en a que 7, et on a 8 chapitres spin-off annexes. Voilà, la série Kazay and April. April O'Neil, bien sûr. Voilà, et sinon la série régulière, je vais quand même vous montrer parce que c'est le plus intéressant, de Matheus Santoluku. Donc ça, c'est vraiment super, c'est les Tortues Ninja, c'est ma Madeleine de Proust. C'est ce que je regardais étant enfant, avec ma maman qui avait certaines cassettes vidéo enregistrées des Tortues Ninja. D'ailleurs, j'ai retrouvé la possibilité de les regarder, les premiers épisodes. Donc c'est super, voilà. Donc ça, je prends et je continuerai à prendre. C'est chez iComics, qui est le mangetsu du comics, en fait. Dernière chose, et non des moindres, tada, un autre comics. Alors. Ça, c'est le tome 1 de Avengers, mais moi, je l'ai en édition brillante. Pourquoi on me l'a donné, je ne sais pas. Alors, le tome 1 de quoi, vous me direz? Eh bien, le vrai tome 1 des classiques. Alors, les classiques, ça n'existe qu'en France. Ça n'a jamais été édité comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, ils ont l'Epic Collection, qui réunit plus de chapitres, plus d'épisodes, mais qui sortent un peu dans le désordre. Nous, l'Epic Collection, ça a démarré, je les avais tous achetés, puis ça s'est éteint il y a quelques mois avec un tome de Wolverine, donc dégoûté, obligé d'acheter les classiques. Alors les classiques, c'est simple, ça reprend la série originelle de 1963, et là, tout simplement, c'est les 11 premiers épisodes. Vous voyez, le méchant originel, c'est Loki. Vous voyez, ça c'est Loki. Donc on voit bien Iron Man dans sa composition dégueulasse de l'époque. Je vais vous montrer là. Voilà. Hulk, Thor, Ant-Man. Il n'y avait pas Captain America à l'époque. C'était Ant-Man au départ. Et si je vous montre dedans comment c'était, vous allez voir à quel point ça pique les yeux. Voilà, les comics des années 60, c'est comme ça. Donc moi, je vous conseille très fortement de ne pas lire ça, de ne pas commencer par ça. Commencez plutôt par des récits beaucoup plus récents, à partir de la fin des années 90, des années 2000, voire même des récits actuels. Toute la saga Ultimate. D'ailleurs, je me suis abonné aux 60 numéros chez Hachette là, de Ultimate, en fait, qui commence par un tome d'Ultimate Spider-Man, après il y a un tome d'Ultimate X-Men, après il y a les Avengers qui s'appelaient Ultimates, alors ça j'ai déjà lu. Mais au moins vous avez tous les récits annexes et tout, donc ça s'appelle Hachette collection Marvel Ultimate. On peut s'abonner, comme ça on reçoit 3 tomes toutes les 6 semaines. En fait c'est un tome tous les 15 jours. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai pris le début d'Avengers? Je sais pas, j'avais envie. Ah bah, vous voyez, Captain America, il est arrivé là. Voilà. J'avais envie de me faire les Avengers, voilà. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la série Avengers, à l'époque, c'était vraiment la série parce qu'il fallait combler un trou. Mais c'était pas les 4 Fantastiques, c'était pas X-Men et c'était pas Spider-Man, quoi. C'était ça, les gros blockbusters de l'époque. Avengers, c'était gentil, même si là, regardez, il y a un petit caméo de notre ami Spider-Man. Donc voilà. Voilà ce qu'étaient les comics Marvel de l'époque. Moi, franchement, ça me fout une touche de nostalgie. Même si c'est pas du tout mon époque, mais ça me plaît bien. Donc je vais continuer à acheter des classiques. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a 600 volumes des classiques, toutes séries confondues. Donc ça va être un peu compliqué de tout avoir, de tout lire encore plus, mais je vais faire série par série, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est quand même Jack Kirby et Stan Lee. Kirby, c'était le dessinateur, donc c'est ceux qui ont fait les 4 Fantastiques. Stan Lee, Jack Kirby. Stan Lee, il a scénarisé énormément de séries Marvel de l'époque, Spider-Man, enfin, plein d'autres séries. Et d'ailleurs, Stan Lee, dans tous les films du MCU et même un peu avant, on le retrouve, il fait toujours un tout petit caméo. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui, mais
je ne doute qu'il continue quand même à lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'avec une photo de son portrait accroché au mur. Voilà. Alors, le bilan lecture de janvier sortira très prochainement également, je me chauffe pour vous le faire, et la première partie de la visite de la Mangatech également. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.